Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui est une présentation d'un début de science, sur Kerbal Space Program, qui est un début de partie en mode science, qui présente un peu quelques éléments de base à propos de Kerbal, sachant que c'est un jeu infini, hein, donc qui en fait nécessiterait une infinité de vidéos. Vraiment, on passe son temps à apprendre des choses sur ce jeu, donc moi je suis vraiment en plus plutôt un débutant, mais je vous donne les quelques éléments dont je dispose. Pour un peu vous lancer dans ce jeu. Voilà. Donc on l'a vu dans les précédentes vidéos, j'avais débloqué des points de chance, vous voyez, j'en ai 74, donc j'avais jusqu'à maintenant seulement débloqué le premier niveau de l'arbre de technologie, et donc là avec les points de chance que j'ai réussi à débloquer, je vais pouvoir débloquer tout le deuxième échelon, sachant que j'aurais pu aussi, dès que j'en avais 20 ou 15, débloquer juste ces choses-là. Mais là, bon, je voulais attendre d'avoir la totale pour vous expliquer un peu les objets. Alors, je les connais pas tous par cœur non plus, hein, parce que souvent des mises à jour, souvent des changements dans le jeu. Moi, je suis pas un pro, donc je connais pas tous les objets du jeu. Voilà, donc là, jusqu'à ce niveau-là, je peux à peu près, je pense, vous expliquer la plupart des choses. Euh, mais assez rapidement, je me retrouvais à être incapable de vous expliquer à quoi servent les objets, parce que moi-même, je ne le sais pas. Voilà, mais au moins pour se lancer dans le jeu. Donc là, on va débloquer des choses importantes. Alors par exemple là, on débloque un nouveau moteur. Donc vous voyez sur ce moteur, vous voyez apparaître, donc vous avez le nom du moteur, LVT45, juste en dessous sa masse, sa crash tolérance, sa température maximale, et là vous voyez un élément important qui est le max thrust, donc c'est puissance maximale du moteur, d'accord. Et donc vous voyez 200, vous voyez celle du bas, 200, ok. Donc pour vous donner un élément, si on va regarder sur ce qu'on avait débloqué la partie d'avant, vous voyez là 215. Donc c'est le moteur d'avant était potentiellement plus puissant, d'accord, euh, que celui que je vais débloquer là, d'accord. Mais l'avantage c'est que après c'est une question de consommation. Donc vous savez que celui que j'ai débloqué avant était plus puissant, mais puisque celui-là est à 200 et que celui que j'ai débloqué avant, qu'on a utilisé dans notre précédente vidéo, est à 215. Par contre, si vous regardez à droite du descriptif, dans Engine, vous obtenez un max, non, en propellante, en dessous de Engine, sur la droite de l'encadré par rapport au moteur, vous voyez propellant, euh, qui vous indique le nombre la quantité de fuel consommé. Donc là, vous voyez qu'on est à 6,57 et Oxidizer 8,039. Donc ça, c'est pour le moteur plus puissant. Et donc vous constatez que ce nouveau moteur, lui, va consommer 5,7 et 7,11 d'oxidizer. Donc en fait, c'est un moteur qui est moins puissant, mais qui consomme moins. Donc ce qui peut être utile, parce que vous n'avez pas toujours forcément besoin d'énormément de puissance dans le jeu. Grossièrement, vous avez besoin d'énormément de puissance quand il s'agit d'échapper à une gravité forte. Ok. Mais quand on est dans l'espace et qu'il y a zéro gravité, un moteur extrêmement faible, même un tout petit moteur, peut faire beaucoup de choses. Ok. Alors oui, effectivement, sur Terre, on pourrait même pas s'arracher du sol si on n'avait pas un moteur avec un minimum de puissance. Par contre, dans l'espace, même dans l'espace, même avec un mini moteur, un petit truc électrique sur pile, déjà, on peut déplacer une fusée de plusieurs centaines de tonnes parce qu'il n'y a aucune gravité. Donc la moindre force exercée, vous pouvez pousser avec votre doigt une fusée de plusieurs tonnes et la faire se déplacer, puisque bon, ça va pas être, elle va pas se mettre à tourner en rond, mais le fait qu'il n'y ait pas la gravité qui fixe les choses fait que un tout petit moteur peut suffire. Donc voilà un peu la différence, l'intérêt de ce nouveau moteur, c'est que grossièrement il est un peu moins puissant, mais il consomme moins de carburant. Donc il va nous permettre, c'est un moteur qui va nous être peut-être plus utile en altitude, en tout cas qui peut être, déjà qui nous permet une variation, hein. On commence à avoir une diversité parce qu'on en avait qu'un, on commence déjà à avoir une première diversité, à avoir un moteur un peu moins puissant, ce qui va nous permettre d'envisager d'autres étapes pour la fusée ou de l'utiliser dans d'autres conditions. Voilà. Donc le moteur, ce nouveau moteur, hein, voilà, on va le débloquer. On a un booster qui pour le coup est très grand.
Donc je vous avais montré un tout petit booster qu'on avait au début. Là, on parle de quelque chose de vraiment très grand. Donc on commence à être sur des objets qui vont nous permettre d'envisager des longues fusées, des grosses fusées. Un réservoir d'essence, vous voyez qu'on avait jusqu'à maintenant seulement un réservoir qui est là, et dont vous voyez liquid fuel en dessous du titre, vous avez l'intitulé. Le FLT100, c'est le nom du modèle, et donc vous voyez en dessous Liquid Fuel 45, donc c'est un réservoir qui porte 45 litres, ok. Et donc vous voyez que le réservoir qu'on a là, lui, le FLT200, peut porter 90 litres, donc c'est le double. Mais l'avantage, par contre, vous voyez sa masse, il est à 0,45, alors que celui d'avant est à 0,22. D'accord. Mais son coût, ah ouais, d'accord. Je pensais vraiment qu'il se serait, il y aurait une plus grosse différence au niveau de la masse. On dirait même qu'il est plus intéressant d'en utiliser 2 à 0,42. D'accord. Très intéressant. Vous voyez, comme quoi on se trompe. Je vous dis, ce jeu est infini en termes de ressources. Mais c'est vrai qu'au niveau du coût, est-ce qu'au niveau du coût, il y a une différence? Non, c'est la même chose, d'accord. Donc en fait, en utiliser deux petits ou un gros n'y change strictement rien. Mais bon. Au moins, on n'a pas à en mettre 50, on va au moins gagner du temps. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, le poids du réservoir est de 0,45, donc même un peu plus lourd que de prendre deux petits pour 90 litres d'essence. Voilà, voilà. Donc, on a accès avec ce on a accès à ce nouveau réservoir d'essence, un nouveau booster et un nouveau moteur, ok. Donc ça, on prend cette discipline. Vous voyez qu'à chaque fois, le fait de débloquer un champ de science, évidemment, c'est le principe d'un arbre, permet de débloquer les bras qui suivent. Donc dans stabilité, on va obtenir des ailerons et de l'aérodynamisme. Alors vraiment des éléments à peu près tous très importants. Deux éléments d'aérodynamisme, des objets qu'on va placer sur nos réservoirs, sur nos boosters, pour profiler en fait notre fusée, parce qu'évidemment plus votre fusée est profilée, moins elle offre de résistance à l'air, et donc plus elle va avec une quantité de moteur et de carburant équivalente aller haut et aller loin. Donc l'aérodynamisme est vraiment quelque chose d'utile. Un aileron qui va nous permettre, vous avez vu notre fusée dans l'épisode précédent qui grossièrement partait dans n'importe quel sens, donc là on va avoir un aileron qui va peut-être nous permettre de mieux la contrôler, en tout cas qu'elle parte pas dans n'importe quel sens. Et un objet hyper important, c'est le découpleur au vertical pour le coup, qui va nous permettre de découpler des objets sur les côtés. Jusqu'à maintenant, on n'avait qu'un découpleur horizontal qui nous permettait de découpler des objets les uns au-dessus des autres. Là, on va pouvoir en plus ajouter des objets sur les côtés qu'on va pouvoir séparer de la fusée. Donc ça, extrêmement important, les ailerons, l'aérodynamisme et le découpleur vertical, vraiment très utile. Voilà, et ensuite, là, on obtient donc dans la partie survivability, on obtient un heat shield, c'est un bouclier thermique. Donc ça, c'est quelque chose que quand on va monter au-dessus de l'atmosphère et qu'on va re-rentrer dans l'atmosphère, il fait très chaud. Vous voyez le principe des étoiles filantes, hein. Grossièrement, c'est dès qu'un objet arrive de l'espace et rentre dans l'atmosphère, il se met à brûler, puisqu'il arrive très rapidement et grossièrement il se retrouve à frotter contre les particules qui sont dans l'atmosphère. Et donc ça chauffe très fort. Et donc quand on traverse l'atmosphère, il faut avoir un bouclier thermique à l'avant qui va prendre l'essentiel des coups et de la chaleur et éviter que le reste explose. Donc le bouclier thermique qui va nous permettre d'envisager de sortir de l'espace et de re-rentrer sur Terre sans exploser. Le radiateur qui lui positionné, enfin le radiateur en fait c'est le contraire d'un radiateur, c'est un objet qui permet de dissiper la chaleur. Donc c'est un objet que vous allez pouvoir placer sur tous vos objets de votre fusée pour éviter, notamment les réservoirs, pour éviter qu'ils chauffent trop et qu'ils explosent. Des pieds qui vont nous permettre de fabriquer ce qu'on appelle des landers, donc tout simplement des petites fusées, qu'on va pouvoir poser. Donc pour ça il faut des pieds, parce que vous pouvez pas vous poser sur un réacteur, enfin vous pouvez, hein, en visant bien et en étant sur du plat, mais c'est compliqué, alors que des pieds c'est bien utile. Des parachutes latéraux, jusqu'à maintenant on a vu qu'on avait que des parachutes, le parachute qu'on peut mettre au sommet du pod, et donc en l'occurrence on peut en mettre qu'un. Alors que là on a des parachutes latéraux, donc on va pouvoir commencer à mettre des parachutes autour de la fusée, et donc en fait autant qu'on veut. Voilà, et cet objet qui est le service base, c'est un réceptacle, c'est un petit niveau de fusée dans lequel vous allez pouvoir mettre vos objets de science un peu fragiles, susceptibles d'exploser, ou encore une fois, toujours au même moment,
au moment de la rentrée dans l'atmosphère, au moment où ça chauffe fort, si vos objets, vous verrez que si tout ce qui est projecteur et compagnie a tendance à exploser à ce moment-là, l'essentiel étant que vraiment les objets qui sont importants, qu'un projecteur ou qu'un petit objet insignifiant explose au moment de la rentrée dans l'atmosphère ou s'abîme au moment de la rentrée dans l'atmosphère, c'est pas grave. Par contre, quand on a été jusqu'à la Lune ou jusqu'à je ne sais où et qu'on a fait de la science et qu'on revient avec son thermomètre et que le thermomètre explose au moment de la rentrée dans l'atmosphère, on perd toute la science qui est associée et donc on n'a pas envie. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un service bay, qui est un réceptacle dans lequel on mettra des objets de science pour l'essentiel. Voilà. Donc on va prendre aussi ce champ de discipline. Il nous reste un point de science. Et donc vous voyez que si on veut aller débloquer le prochain niveau de science, on est sur du 45 points à chaque fois. Donc ce qui fait que si on veut tout débloquer, c'est 90, plus 90, 180, plus 45, donc 225. Il nous faut 225 points de science. Donc là, on en a 20. Donc il nous faut 200 points de science. Donc là, ça commence à devenir un peu conséquent. Donc il va falloir envisager de la mission. On pourrait partir sur, vous l'avez vu, hein, on a actuellement exploré que 2 biomes sur Terre, donc on pourrait envisager de rincer la Terre et d'aller grappiller les points de science. Moi, ce que je vais faire, c'est tout de suite, le plus vite possible, et vous inciter aussi à faire ça dans ce jeu, essayer d'aller, et bien sûr, les autres planètes, parce qu'on gagne tout de suite à une quantité de points de science complètement hallucinante. On a maintenant les éléments grossièrement de base qui nous permettent d'envisager de se rapprocher des autres, de la Lune, et surtout de Minmus. Dans un premier temps, nous on va aller sur Minmus parce qu'elle est plus facile d'accès, je vous expliquerai pourquoi. Mais donc, on va pour aller chercher les... J'ai dit combien? C'est ça, 200 points de science qu'il nous faut. Ouais, on va pas taper 10 missions. Vous pouvez faire ça, hein, faire ce qu'on a fait dans les missions précédentes, explorer tous les biomes, tester votre science sur Terre dans tous les biomes possibles, les faire en altitude. Enfin, on peut d'une manière un peu plus fastidieuse, ce qui peut être intéressant au début pour s'entraîner à maîtriser ses fusées et compagnie. On peut aller vraiment rincer la Terre, envoyer des fusées à droite à gauche sur le plus de biomes possible pour grappiller du point de science. Moi, je vais beaucoup plus essayer de partir sur une grosse mission sur la Lune. Je ne sais même pas d'ailleurs comment je vais pouvoir gérer ça en divers épisodes YouTube. Mais en tout cas, ça va être le projet, partir sur Minmus. Okay, mais dans un premier temps, ce qu'on va faire déjà, maintenant, c'est... faire une première tentative de fusée pour quitter l'atmosphère terrestre, tout simplement. On a le bouclier thermique qui nous permet de revenir sur Terre. Donc ce qu'on va faire, c'est eh bien tenter de au moins quitter dans cet épisode, sortir de l'atmosphère et redescendre sur Terre. Voilà. Donc, pour ça, on va... bon, on l'a vu, hein, là, c'est vrai que notre fusée, tout à l'heure, a fait n'importe quoi. On va... bon, parce qu'on n'avait pas non plus d'aileron, hein. Dans l'épisode précédent, on a vu que la fusée partait complètement en sucette. Alors, il y a un élément que j'ai oublié de vous préciser, mais qui est extrêmement important dans ce jeu, c'est d'utiliser, quand vous construisez des fusées, ça. Vous voyez, quand vous cliquez là-dessus, grossièrement, je vais vous montrer un exemple. Si je veux par exemple positionner cet objet, vous voyez que lorsque je suis avec l'objet étant rond, comme ça, ce petit indicateur en bas à gauche là est en forme ronde, eh bien, je peux le positionner partout. Vous voyez, hop. Alors en sachant autre petite technique, pour reprendre un objet et le dupliquer, vous cliquez sur Alt et l'objet, ok, et il vous redonne le même objet. Vous voyez, donc ça me permet d'en mettre en fait un peu partout, vous voyez, sans le côté, vous voyez, donc je peux le mettre à peu près partout. Mais c'est pas forcément pratique parce que si on veut faire symétrique, admettons, vous voyez, admettons je veux mettre un objet comme ça de l'autre côté d'une manière parfaitement symétrique, c'est vraiment très très compliqué, hein. Je veux dire, je vais y aller à l'œil. Comment être sûr que je suis symétrique? Est-ce que je le suis là? Je suis à peu près, mais comment être sûr? C'est quasiment impossible en fait. Ok. Donc, alors sachant oui, aussi autre chose, le CTRL Z, assez connu pour ceux qui utilisent Word ou Excel, fonctionne aussi dans ce jeu. Hein, donc CTRL Z qui va vous faire annuler toutes les dernières choses que vous avez faites. Hein. D'accord? Voilà.
Ok, donc CTRL Z. Ok, donc l'idée est que si vous voulez positionner des objets sur une fusée d'une manière symétrique, il faut vraiment cliquer là-dessus pour obtenir une espèce de, vous voyez, de polygone qui en fait du coup va positionner les objets non plus de manière partout, vous voyez, mais de manière un peu saccadée. Ce qui fait que vous avez, regardez la différence quand je fais ça, vous voyez que ça avance pas de manière saccadée. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi euh, de, euh, de me positionner d'une manière symétrique, puisque je sais que bah non, ce n'est pas là, c'est évident, ce n'est pas là non plus, c'est évident, et donc là, je sais que je suis parfaitement symétrique. Ok? Donc vraiment important dans ce jeu, et extrêmement pratique de toujours quasiment être sur ce mode-là. Après, quand vous voulez faire vos propres fusées, des fois c'est utile hein, d'avoir l'autre mode, hein, mais pour l'essentiel, être en format hung, en polygone là, semble indispensable et fait gagner beaucoup de temps et notamment de permettre de faire des fusées parfaitement symétriques. Ok, donc je vais d'ailleurs mettre plusieurs mystérigoûts. Alors ce que je vais faire, c'est d'ailleurs vous montrer comment on fait pour positionner plusieurs objets sur une fusée. Vous voyez là, je n'en mets qu'un. Admettons que je veuille en mettre plusieurs, et là en l'occurrence, je vais en mettre au moins deux. Je peux alors soit aller cliquer là-dessus en cliquant sur, vous voyez, et là du coup d'avoir cliqué sur deux va me permettre d'en mettre deux. Ok, si je reclique et que je mets 3, il va m'en mettre automatiquement 3 d'une manière symétrique. Ok, si j'en mets 4, il va m'en mettre 4 d'une manière symétrique. D'accord. Donc ça, c'est quand même extrêmement important puisque souvent on positionne plusieurs objets. Donc vraiment, ce bouton est important. Mais vous pouvez soit donc cliquer là-dessus, soit cliquer sur X. Voilà. Soit appuyer sur X. Et si vous appuyez sur X, vous voyez que ça modifie. Voilà, le nombre d'objets que ça propose. Donc ça permet. Les raccourcis clavier vraiment sont utiles dans ce jeu. Mais il y en a tellement à apprendre, hein. N'hésitez pas dans un premier temps à utiliser les touches qui sont apparentes sur l'écran. Voilà. Donc là j'en veux deux. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en veux deux, parce que je vais essayer de faire deux fois des expériences dans deux environnements différents. Je vais dans l'espace, donc je pourrais faire peut-être un test au-dessus de l'atmosphère et un en dessous de l'atmosphère, par exemple. Euh, voilà. Donc j'ai mon parachute qui est là, je le sais, qui me permet d'atterrir tranquillement. Par contre, j'ai cette fusée que j'avais faite. Bah écoutez, ce qu'on va faire éventuellement. Bon, il semble de toute façon, on a vu que bon, elle manquait un peu de puissance pour aller, semble-t-il, dans... Enfin bon, ça c'est dur à dire en même temps, parce que comme elle a fait n'importe quoi, euh, vous savez ce qu'on va faire? On va la tester avec des ailerons. Voilà, tout simplement. On a vu dans l'épisode précédent le comportement de cette fusée sans ailerons. On va voir si le fait de rajouter des ailerons lui permet d'être beaucoup plus manœuvrable et de faire un peu ce qu'on en veut. Donc, est-ce que le fait de juste lui mettre deux ailerons comme ça, ou alors attendez, peut-être je vais en mettre quatre, hein. Pas tout, donc avec X, voilà, donc là 3 on va en mettre, oui 3 remarquez 3 c'est pas mal, je crois, je sais pas, bon allez on va mettre 3 et puis on va tester, voir si ça nous permet beaucoup plus facilement de la contrôler, et on va voir jusqu'à quelle altitude, déjà on va voir si elle est contrôlable, et du coup en voyant si elle est contrôlable, on va voir jusqu'à quelle altitude elle nous permet de monter, ok? Donc je vérifie mon staging, donc d'abord mon réacteur, ensuite mon découpleur, ensuite mon parachute traditionnel. Et bien c'est parti. Je positionne ma fusée sur le pas de tir pour l'envoyer. Euh, on va voir si ça nous permet, à quelle hauteur on peut monter avec cette fusée. Voilà. Donc, et est-ce que déjà les ailerons, puisque la dernière fois elle avait complètement, elle avait fait n'importe quoi, les ailerons me permettent bel et bien de la contrôler. Donc je recommence T, j'appuie sur T pour activer le pilote, le mettre les mains sur le guidon, en lui demandant le Stability Assist. J'appuie sur E pour mettre mes réacteurs à fond, et je déclenche en appuyant sur l'espace. Voilà. Donc là, est-ce que ma fusée reste droite? Et bien on constate qu'elle reste droite, beaucoup plus. Voilà. Et donc ça, on voit vraiment l'efficacité des ailerons, puisqu'en fait, j'ai rien changé sur cette fusée. J'ai juste mis des ailerons, et donc effectivement, ça lui permet de rester droite. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est bien partir, par exemple, vers là-bas. En appuyant, là, pour le coup, c'est moi qui pilote ma fusée. Je lui demande de se pencher. Et je vais voir à quelle altitude. Vous voyez que là, je suis à 11 000 mètres. Ça chauffe un peu, on dirait. Ça chauffe un peu. Là, je suis en train d'essayer
dans- Voilà, donc là, j'ai vidé mes réservoirs. Je suis à 40 000 mètres. Est-ce que je vais à nouveau... Donc là, je continue à monter, je monte à 50 000. Vous voyez déjà la courbure de la Terre qui commence à apparaître. Ok, donc je vous le redis, hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'on va faire... Ah si, on monte à 60 000 mètres quand même. Donc là, on peut... Ah, on voit les étoiles. Ah, ok, première. Donc on sera bel et bien sorti de l'atmosphère. Alors, il n'est pas évident qu'on n'explose pas, hein. En retournant sur Terre, j'avais pas vraiment pensé que on réussirait, pour tout dire. Donc le simple fait, donc du coup j'ai bugué, j'ai pas mis de bouclier thermique, donc la rentrée dans l'atmosphère va pas être simple. Ce qu'on va faire, c'est positionner. Bah, c'est intéressant en même temps, parce que là j'aurais dû mettre un bouclier thermique. Bon là ça va exploser. Grossièrement, on sait qu'en re-rentrant dans l'atmosphère, ça va chauffer. Donc on peut, en appuyant sur M, se mettre en vue orbitale. Et donc là, on constate que ma fusée est en train de monter. Vous voyez, là, vous voyez la trajectoire que va suivre ma fusée, elle est en train de monter. Elle va monter à 180 000 mètres, ce qu'on appelle l'apoapsis. Elle va monter à 177 000 mètres et elle va redescendre. Donc on aurait pu y aller s'y prendre autrement. Là, on a vraiment joué YOLO. Mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est pas vraiment intéressant pour nous parce que on va atterrir dans la mer. Cela dit, on avait prévu de faire des expériences... On avait prévu de faire des expériences au-dessus de... Donc on va peut-être tester notre matériel scientifique tout simplement en étant au-dessus de l'atmosphère. En sachant que vous savez si vous êtes au-dessus de l'atmosphère, là vous voyez avec votre petite flèche, j'ai oublié de vous le montrer. Donc là on sait qu'on est en train de monter, hein. D'ailleurs on le voit, hein, puisque on voit le chiffre qui est là, on est à 140 000 mètres actuellement. On a vu qu'on allait monter jusqu'à 177 000 et qu'ensuite on allait redescendre. Donc pour l'instant tout va bien, on est en train de monter, on est au-dessus de l'atmosphère. Et donc pour savoir comment vous êtes situé dans l'atmosphère, vous avez ce petit indicateur qui est là, vous voyez écrit atmosphère, et qui grossièrement vous montre là, comme la flèche est située vraiment à gauche, tout à gauche, que vous êtes hors de l'atmosphère. Et donc ensuite, plus vous allez vous enfoncer bas, plus votre petite flèche qui est là va avoir tendance à descendre là. Et donc vous voyez les différentes couches d'atmosphère, en sachant que celle qui chauffe vraiment, si je ne m'abuse, c'est la bleue. D'ailleurs, on vérifiera ça en redescendant. Là, ce qu'on va faire maintenant qu'on a réussi à monter, je ne garantis pas du tout que je ne vais pas décéder, hein, que je vais réussir à rentrer dans l'atmosphère sans exploser, mais on va essayer. Voilà, donc je profite que je suis au-dessus de l'atmosphère pour faire observer mon matériel, hein, tout simplement. Voilà, là je suis à 170 000, donc complètement. Donc je pourrais, je pense, faire un test dans les différentes couches de l'atmosphère qui me devrait me rapporter à chaque fois des points de chance, en tout cas je crois. Voilà, ce que je vais faire moi, c'est faire, première fois que je suis au-dessus de l'atmosphère, donc je vais faire un rapport d'équipage. Hop, au-dessus de l'atmosphère. Voilà, je vais sortir de ma fusée. Hop, mais bon, restez accrochés évidemment, hein. Voilà, et du coup, avec mon pilote, faire un report. Donc surtout, ne pars pas, hein, reste accroché à ta fusée. Voilà. Voilà, donc j'ai pris des points de chance, je garde les données. Et je vais rentrer dans ma fusée en appuyant sur B. Hop, lui il va rentrer. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est essayer, comme on a oublié le bouclier thermique. Alors que là, vous voyez qu'on est en train d'atteindre notre point le plus haut. Vous voyez que c'est encore en train d'augmenter, mais vous voyez que ça ralentit. Et vous voyez sur la vue là qu'effectivement, j'ai atteint mon point le plus haut qui est 177 543 mètres. Ok? Donc ça y est, je suis en train de redescendre là. D'accord? Donc ce qu'on va faire, comme on sait qu'on va rentrer dans l'atmosphère et que ça va chauffer et qu'il va falloir se protéger parce que ce que je veux... Ah, attendez, j'ai oublié de faire mon test de observe. Hop, ça va nous faire du point de science aussi, 25 points de science, c'est très bon. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à utiliser les compétences du pilote. C'est intéressant avec tous les boutons que vous voyez à gauche. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est en fait présenter le réacteur de la fusée et ses réservoirs à l'atmosphère pour que ce soit eux qui prennent le choc. Et donc on va faire ce qu'on appelle, on va se mettre, vous voyez, prograde et rétrograde, qui sont vraiment les deux options de base. On va dire à notre pilote de se mettre en rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse de la marche. Ok? Donc vous voyez que là, notre pilote automatiquement se met, donc ça correspond, là vous voyez le petit symbole qui est là, correspond à ce qui est sur la navball. Vous voyez ce petit symbole là qui est compliqué à qualifier, mais c'est celui qu'on retrouve là. Et donc notre pilote a bel et bien orienté sa fusée en position inverse de la trajectoire de la fusée. Donc si je m'étais mis en prograde, d'ailleurs ce que je peux faire, juste pour vous montrer, vous voyez qu'il va faire l'inverse, se mettre dans le sens de la marche. Donc là je rentrerai le bec devant dans un truc qui va chauffer très fort.
Vous voyez que là, le pilote doucement, bon, il y a l'effet d'inertie qui fait que la fusée se décale. Donc là, vous voyez que pour l'instant, je suis très loin de l'atmosphère, hein, sachant que l'atmosphère de Carabine est à 70 000 mètres. Donc là, pour l'instant, j'ai le temps de vous montrer. Évidemment que si je rentre le bec devant, je risque fortement de décéder. Donc là, nous, ce qu'on va tenter, c'est de faire rentrer d'abord le réacteur et les fesses de la fusée pour qu'elles prennent, elles encaissent l'essentiel de la chaleur. Donc on va se mettre en rétrograde, donc en marche arrière, grossièrement. Hop, on va les laisser prendre la chaleur et on va voir comment on gère. Probablement qu'une fois qu'elles auront bien chauffé, qu'elles seront à deux doigts d'exploser, on va essayer de s'en séparer. Je ne sais pas du tout comment tout ceci va se passer. Je n'ai aucune garantie. Donc là, ce qu'on va juste faire, c'est on va tenter le coup. On va tenter le coup en sachant qu'il nous reste un goût à transmettre. Est-ce que éventuellement on pourrait transmettre ces données? Oui, on pourrait transmettre notre IVA. Euh, on peut le transmettre à 100% sans perte de données, donc ça on va le faire. Ah non, je ne peux pas transmettre de données car je n'ai pas mis d'antenne sur mon vaisseau. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Effectivement, le fait de ne pas avoir d'antenne vous empêche de transmettre vos données. Euh, Donc ce qui aurait été intéressant pour moi, parce que vous pouvez ne faire qu'un seul report par voyage, alors que si vous transmettez les données, du coup ça vous permet de supprimer le rapport et donc d'en refaire d'autres. Donc là j'aurais tenté un crew report dans chaque étage de l'atmosphère. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va de toute façon, moi, dans mon esprit, là, tout de suite, je vais décéder. Hein. Ceci n'ira pas au bout. Mais on va voir, on va voir. Il est possible que ça passe aussi. Il est possible que ça passe aussi. Voilà. Donc, c'est les joies de ce jeu. Vous avez beau y jouer des heures et des heures, vous continuez à être incertain au moment où vous faites des choses parce que, bah là, en l'occurrence, j'ai la sensation que j'arrive quand même très brutalement, d'une manière tout droit comme ça dans l'atmosphère. J'arrive très vite, 1500 mètres secondes, et je suis encore en train de prendre de la vitesse. Donc là, vous voyez que ma petite flèche est en train de diminuer au fur et à mesure que je rentre dans l'atmosphère. Vous voyez ce que je vous indiquais? La petite flèche est en train de diminuer au fur et à mesure que je descends dans l'atmosphère. Et normalement, ça devrait commencer à chauffer, je pense, au niveau du bleu un peu plus clair. Là, vous voyez, on est dans un bleu... Ah non, non, ça commence à chauffer tout de suite. Donc là, vous voyez que c'est l'avant de la fusée qui prend qui encaisse la chaleur. Mais pas que. Mais pas que. Il se pourrait fort que... on va voir si ça se trouve, ça passe. Je suis à 20 000 mètres. On va peut-être... C'est compliqué, c'est compliqué. On va peut-être se séparer, essayer. Ça chauffe grave. On va observer, on en profite quand même pour faire de la science, parce que quitte à ce que ça passe, autant qu'on prenne de la science. Vous voyez, là j'ai fait un test, et bah c'est passé. C'est passé, je pensais vraiment que j'allais décéder. Hop, donc on va déclencher... Ah non, je suis arrivé trop vite. Et ouais, donc là je vais mourir. Vous voyez, donc je fais échappe. Et là, je vais vous apprendre au passage, ce sera l'objectif de cette vidéo, on aura servi à ça. Vous pouvez, en cliquant sur échappe et revert flight, ramener votre vaisseau soit au moment du lancement, soit au moment de la construction. Donc là, c'est ce qu'on appelle un fail, mais c'est aussi intéressant pour découvrir ce jeu. Quand vous cliquez sur échappe, vous cliquez sur revert flight et vous ramenez votre vaisseau soit au niveau du lancement, soit au niveau de la construction. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le ramener au niveau de la construction. Voilà, donc ceci est le premier fail de cette série de vidéos. Et donc je vous laisse là-dessus. Et puis merci d'avoir regardé. Et puis à très bientôt. À un prochain épisode.